Des accidents choquants aux maladies prématurées, le monde a perdu certaines de ses étoiles les plus brillantes de la manière la plus déchirante. Ce sont des moments qui ont laissé des millions de personnes dévastées et mis des industries entières à l'arrêt. Préparez-vous à revivre les adieux tragiques aux icônes parties trop tôt, marquant nos cœurs à jamais. Ce qui semblait être des vies prometteuses s'est terminé dans la douleur. Voici une heure des décès de célébrités les plus bouleversants de tous les temps. Le 30 mars 1993, Brandon Lee tournait l'une de ses dernières scènes en tant qu'Eric Draven, le personnage principal de The Crow. À 28 ans, Brandon était une étoile montante et l'héritier d'un immense héritage. Il était le fils du légendaire acteur Bruce Lee. Brandon avait hérité non seulement des prouesses martiales de son père, mais aussi de sa présence magnétique à l'écran. The Crow, un thriller surnaturel sombre et mélancolique, devait être son rôle révélateur, le film qui le propulserait vers la célébrité. Mais le destin avait un plan différent, tragique. Ce soir-là, Brandon se préparait à tourner une scène où son personnage, Eric Draven, est brutalement assassiné par une bande de voyous. La scène était intense, exigeante et remplie d'émotions brutes. La veille, en parlant à sa mère au téléphone, Brandon lui avait confié qu'il était heureux de tourner sa dernière scène impliquant des armes. Il était prêt pour quelque chose de nouveau et se réjouissait de son prochain projet. Alors que les caméras tournaient ce mardi 30 mars 1993, le personnage de Brandon, Eric Draven, entrait dans son appartement pour découvrir sa fiancée en train de se faire agresser. Dans le chaos, un voyou joué par Michael Massey pointa un revolver Smith & Wesson modèle 6.2 944 Magnum sur Brandon et appuya sur la gâchette exactement comme prévu par la scène. Plus tôt, l'arme avait été chargée avec des cartouches factices, de vraies cartouches avec la poudre retirée, laissant l'amorce intacte. Ces cartouches étaient conçues pour paraître réelles à l'écran sans poser de danger. Cependant, l'équipe avait négligé une étape cruciale, retirer l'amorce. Lors d'une scène précédente, une de ces cartouches avait été tirée. Et bien qu'elle n'ait pas de charge de poudre, l'énergie de l'amorce fut suffisante pour coincer la balle à mi-chemin dans le canon, créant une situation extrêmement dangereuse. Pour la scène fatidique, les cartouches factices furent remplacées par des cartouches à blanc conçues pour produire le son et l'éclair d'un coup de feu sans projectile. Mais la balle coincée était toujours dans le canon, non détectée par l'équipe. Lorsque le tournage commença, l'armurier du film était déjà parti pour la journée, pensant que tout allait bien, mais tout n'allait pas bien. Lorsque Massey tira la cartouche à blanc, la force propulsa la balle coincée en avant, frappant Brandon à l'abdomen avec presque la même force qu'une balle réelle. La balle traversa Brandon. Il n'y eut pas de sang lorsqu'il tomba. En fait, lorsque le réalisateur cria « Coupez !» et que Brandon resta au sol, tout le monde supposa qu'il faisait une blague. Brandon était connu pour son sens de l'humour, donc une farce n'était pas hors de question. Mais il resta au sol, immobile. Jeff Imada, un autre acteur et ami, se précipita pour vérifier Brandon et réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas du tout. Brandon Lee était inconscient et luttait pour respirer. Un médecin fut appelé. Au début, l'homme secoua Brandon, pensant peut-être que l'acteur s'était cogné la tête en tombant. Encore une fois, il n'y avait pas de saignement visible, et le pouls de Brandon était régulier, du moins au début. Son pouls a par la suite ralenti avant de s'arrêter. La cruelle réalité s'installa et Brandon fut transporté d'urgence au New Hanover Regional Medical Center. Après 6 heures de chirurgie, Brandon Lee mourut dans les premières heures du mercredi 31 mars 1993. Le tir fut considéré comme un accident dû à la négligence. Brandon fut enterré aux côtés de son père au cimetière de Lakeview à Seattle dans l'État de Washington. À la suite de la tragédie, la mère de Brandon, Linda Lee Cadwell, intenta un procès contre les réalisateurs. Le procès se solda par un règlement à l'amiable. The Crow fut finalement sorti et est aujourd'hui considéré comme un film culte avec une base de fans dévoués. Au cœur de San Francisco, une ville animée, débordante de vie et de récits, se dressaient les appartements de Pacific Avenue, des bâtiments modestes mais typiques de l'agitation qui régnait dans cette métropole dynamique. C'est dans ce cadre ordinaire qu'un jour de janvier 2001, la vie de Diane Whipple, une entraîneuse de lacrosse profondément aimée de ses élèves au St. Mary's College, allait croiser de manière tragique celle d'une créature bien éloignée des paysages urbains qu'elle appelait son chez-soi.
À seulement quelques jours de son 34e anniversaire, Diane rentrait chez elle après avoir fait des courses, les bras chargés de sacs, peut-être déjà en train de penser aux festivités à venir. Réputée pour ses exploits sportifs et son énergie débordante, elle avait autrefois frôlé la qualification pour les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 dans la catégorie du 800 mètres. Sa passion pour le sport s'était transformée en une vocation tout aussi intense dans le domaine de l'entraînement, où elle s'était distinguée par ses techniques innovantes et son incroyable capacité à transformer des équipes en difficulté en véritables champions. Elle partageait sa vie avec sa partenaire de longue date, Sharon Smith, dans un appartement où régnaient l'amour, les rires et des rêves communs. Diane était le genre de personne dont la présence seule suffisait à illuminer une pièce, son énergie communicative et son enthousiasme étant un cadeau pour tous ceux qui avaient la chance de la connaître. Diane avait confié à Sharon une expérience terrifiante qu'elle avait vécue avec le chien de ses voisins, Ban, un immense Presa canario au physique imposant et à la force redoutable. Cet épisode l'avait profondément troublée, laissant dans son esprit une peur diffuse, semblable à un nuage noir suspendu au-dessus de son quotidien. Ses voisins, Robert Noël et Marjorie Knoller, formaient un couple excentrique et énigmatique. Tous deux avocats, leur existence semblait teintée d'un mystère singulier. Ils s'occupèrent de deux chiens, Presa Canarios, Ban et Hera, qui appartenaient en réalité à un client purgeant une peine de prison à vie. Ce que peu de gens savaient, c'est que ces animaux étaient déliés à un univers bien plus sombre, associés à des activités criminelles, notamment au gang de l'Aryan Brotherhood. En cet après-midi fatidique de janvier, alors que Diane pénétrait dans le couloir de son immeuble, elle ne se doutait pas que Bane s'y trouvait, laissé en liberté. En quelques secondes à peine, cet espace ordinaire se transforma en le théâtre d'une horreur inimaginable. Le chien, dont le poids dépassait celui de Diane, lança une attaque d'une violence et d'une férocité dévastatrices. L'appel désespéré d'un voisin au 911 résonnait comme une tentative désespérée de demander de l'aide. Mais lorsque la police arriva sur place, elle découvrit une scène bouleversante. Diane gisait gravement blessée, et les traces de l'attaque racontaient une histoire de sauvagerie impitoyable. Malgré les efforts acharnés des premiers intervenants pour lui venir en aide, ses blessures étaient trop graves. Diane Whipple, cette entraîneuse adorée, cette partenaire aimante et cette amie précieuse, succomba à ses blessures. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc dans toute la communauté, les étudiants et collègues du St. Mary's College, profondément attristés, peinèrent à accepter la perte brutale de celle qui représentait pour eux une source d'inspiration et de joie. Lors d'une cérémonie commémorative, Megan Bryan, l'une de ses joueuses, évoqua avec émotion l'impact de Diane sur leur équipe. « Elle nous a transformés en une vraie équipe, nous étions son œuvre. » Dévastée et submergée par le chagrin, Sharon lutta pour accepter cette perte inimaginable. La vie qu'elles avaient construite ensemble, les projets qu'elles avaient rêvés, tout semblait brisé en éclats. Cet événement bouleversa le quartier autrefois paisible, le plongeant dans un mélange de deuil et de colère. Le récit étrange de Noël et Knoller se déroula sous les yeux du public, révélant une histoire sinistre, mêlant connexion criminelle et décisions irresponsables. Leur négligence, leur imprudence et leur incapacité à contrôler ces animaux dangereux avaient permis à une tragédie de se produire. Alors que le procès débutait, le procureur de San Francisco, Terrence Hallinan, accompagné d'une équipe de juristes, dont la prometteuse Kimberly Guilfoyle, se battit pour obtenir justice pour Diane. Le procès, déplacé à Los Angeles en raison de son immense médiatisation, mit en lumière les détails troublants de l'éducation violente de Bane et l'incapacité du couple à protéger leur entourage de leurs animaux. La condamnation de Noël et Knoller apporta une forme de clôture à cette affaire, mais pour ceux qui avaient été Diane, rien ne pourrait jamais combler le vide laissé par son absence. La lutte acharnée de Sharon pour obtenir justice fut un témoignage vibrant de l'amour qu'elle portait à Diane et posa un précédent important pour les droits des partenaires de même sexe dans les affaires de décès injustifiés. La mémoire de Diane continua de vivre à travers la fondation de bourse créée en son honneur. Son héritage demeurait une source d'inspiration pour de jeunes athlètes, un rappel poignant des conséquences de l'insouciance humaine face à la puissance imprévisible de la nature résonnait encore dans de nombreux esprits. Dans les échos de ce couloir sur Pacific Avenue, le rire et les encouragements d'une entraîneuse adorée semblaient encore flotter, comme une ombre persistante d'une vie arrachée trop tôt et d'une communauté à jamais changée par une rencontre tragique. Le 30 novembre 2013 commença agréablement pour Paul Walker. L'acteur de 40 ans, surtout connu pour son rôle dans la franchise adorée Fast and Furious, passait la journée avec sa mère et sa fille de 15 ans, Meadow. Ils discutaient tous les trois de l'achat d'un sapin de Noël lorsque Paul reçut un message.
lui rappelant soudain un événement auquel il devait assister. Il partit précipitamment, totalement inconscient du destin tragique qui l'attendait. Un destin qui allait bientôt choquer le monde entier. Paul Walker, né Paul William Walker le 12 septembre 1973 à Glendale, en Californie, semblait destiné à être sous les feux des projecteurs dès son plus jeune âge. Avec une mère qui travaillait comme mannequin et un père ancien boxeur amateur, Paul baigna dans le milieu du divertissement très tôt, préparant ainsi le terrain pour son avenir en tant que star bien-aimé d'Hollywood. La carrière de Paul débuta à l'âge de 2 ans avec une publicité pour Pampers et il enchaîna avec de petits rôles dans des séries télévisées comme Highway to Heaven et Charles in Charge pendant qu'il était encore à l'école. Sa carrière prit son envol à la fin des années 1990 lorsqu'il apparut dans des films tels que Pleasantville et Elle est trop bien. Cependant, c'est son rôle de Brian O'Connor, un policier infiltré dans The Fast and the Furious, sorti en 2001, qui le propulsa vers la célébrité et établit sa place à Hollywood. Tout au long de sa carrière d'acteur, Paul Walker était connu pour sa passion pour les voitures et les courses, ainsi que pour son engagement dans des œuvres caritatives. C'est d'ailleurs une combinaison de ces 3 passions qui conduisit à sa fin prématurée le 30 novembre 2013. Ce jour-là, il assista à un événement caritatif organisé par son association Reach Out Worldwide. L'événement se tenait dans un garage de voitures de haute performance appartenant à Paul et à son ami Roger Rodas, un ancien pilote de course qui gérait également les finances de Walker. Après l'événement, Paul et Roger décidèrent de faire un tour dans une Porsche Carrera GT de 2005, une voiture de sport à haute vitesse, réputée difficile à manier. Il était environ 15h30. Paul et Roger venaient de quitter l'événement. Roger était au volant et Paul était sur le siège passager. La Porsche roulait à une vitesse estimée à 160 km/h. C'est alors que Roger perdit le contrôle de la voiture. La Porsche heurta un trottoir, un arbre et un poteau électrique, puis percuta un autre arbre. Ensuite, elle prit feu. Les personnes présentes à l'événement caritatif, employés et amis, se précipitèrent vers les lieux mais furent confrontés à une vision dévastatrice. La voiture était en flammes et leurs tentatives de secourir Paul et Roger furent vaines. Le jeune fils de Roger assista également à cette scène catastrophique. Les 2 hommes furent déclarés morts sur place. Paul Walker mourut des suites d'un mélange de blessures traumatiques, graves et de brûlures. Le département du shérif du comté de Los Angeles conclut finalement que la vitesse de la voiture et l'usure des pneus furent les principaux facteurs de l'accident. Leur enquête révéla que le véhicule roulait à une vitesse comprise entre 130 et 160 km/h au moment de la perte de contrôle et qu'aucune trace de drogue ou d'alcool n'avait été trouvée chez les 2 hommes. Cet événement tragique provoqua un choc à Hollywood. Les fans et les collègues pleurèrent la perte de Paul Walker, un acteur apprécié et admiré de tous. La fille de Paul, Mido, porta plainte contre Porsche pour mort injustifiée, affirmant que des défauts de conception dans la Carrera GT avaient causé la mort de son père. Alors que Porsche soutenait que la voiture avait été maltraitée et modifiée, les 2 parties finirent par trouver un accord confidentiel en 2015. Paul Walker décéda alors qu'il tournait Furious 7, obligeant la production à s'arrêter pendant que les producteurs demandèrent à sa famille comment continuer. Son frère, Cody Walker, intervint pour aider à terminer les scènes restantes et des effets spéciaux en CGI furent utilisés pour rendre hommage à la mémoire de Walker à l'écran. La scène de l'accident à Santa Clarita devint un monument improvisé où des fans du monde entier laissèrent des fleurs, des lettres en mémoire de Paul. Le 24 septembre 2007, Conway Wycliffe, un technicien en effets spéciaux né en Nouvelle-Zélande, travaillait sur le tournage de The Dark Knight de Christopher Nolan. Conway avait 41 ans et une carrière impressionnante derrière lui, ayant travaillé sur des superproductions comme Batman Begins, Les Fils de l'Homme et Casino Royale. Sa passion pour son métier l'avait conduit à travers le monde pour travailler sur certains des plus grands blockbusters de son époque. Et maintenant, il était à Chertsey, dans le Surrey, prêt à apporter sa contribution à ce qui deviendrait l'un des films les plus populaires de la fin des années 2000. Ce jour-là, Conway était penché par la fenêtre d'un Nissan 4x4, tourné vers l'arrière pour capturer le plan parfait de la voiture cascadeuse. Le véhicule dans lequel il se trouvait était conduit par un homme nommé Bruce Monroe Armstrong. Le plan était simple. Filmer la Batmobile alors qu'elle roulait parallèlement à leur véhicule, capturant l'intensité et les pics du moment. Alors qu'ils approchaient d'un virage, la situation prit une tournure tragique. Le Nissan dévia légèrement de sa trajectoire, heurta un talus avant de percuter un arbre. L'impact, bien qu'à une vitesse relativement faible d'environ 30 km/h, fut suffisamment violent pour causer des dégâts catastrophiques. Conway ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Pire encore, sa tête était penchée par la fenêtre ouverte au moment de l'impact. Sa tête fut écrasée entre l'arbre et la voiture. Ses blessures furent fatales. Son collègue, Ian Mitchell, regarda avec horreur le 4x4 rater le virage vers la route de service et continuer sur l'herbe pour finalement heurter l'arbre. Il se précipita pour trouver Conway dans un état désespéré et des appels à un médecin furent immédiatement lancés, résonnant sur tout le plateau. Conway fut déclaré mort sur place. Christopher Corbould, le superviseur des effets spéciaux, fut soumis à un examen minutieux à la suite de l'incident, mais un tribunal conclut finalement que la mort de Conway était accidentelle. En mémoire de Conway Wycliffe, les crédits finaux de The Dark Knight rendent hommage en ces termes, en mémoire de nos amis Heath Ledger et Conway Wycliffe, un rappel poignant de la ligne fragile entre la vie et l'art. Catherine Chappell avait trouvé sa véritable vocation dans l'immensité verdoyante et sauvage de la nature sud-africaine. Dotée d'un esprit audacieux et libre, elle n'était pas seulement une artiste remarquable des effets visuels, connue pour son travail sur des sagas épiques comme Game of Thrones. Son compte Instagram était un kaléidoscope vibrant de ses aventures, où chaque image racontait une histoire unique. Parmi ces clichés, une photo récente avec Stephen Fry captait particulièrement l'attention, illustrant la richesse de sa vie et les liens extraordinaires qu'elle tissait avec les gens autour d'elle. Pour ses amis et sa famille, Catherine était bien plus qu'une artiste talentueuse, elle était une rêveuse, une femme d'action et une éternelle exploratrice, toujours en quête de capturer la beauté du monde et de protéger ses créatures. L'esprit de Catherine était aussi sauvage et indomptable que les paysages qu'elle parcourait avec passion. Elle était une conteuse d'histoire, non seulement à travers son art visuel, mais aussi par la manière dont elle vivait sa vie. Chaque voyage qu'elle entreprenait était pour elle une mission. Éveiller les consciences du monde à propos de la beauté fragile de la nature et des menaces qui la guettaient. Son dernier périple l'avait menée en Afrique du Sud, un pays débordant de vie sauvage et de splendeur naturelle. Pour sa famille, Catherine était un véritable phare lumineux. Malgré sa taille de 1,62 m, elle se comportait avec une prestance et une assurance dignes de quelqu'un 2 fois plus grand qu'elle. Sa sœur, Jennifer, plaisantait souvent en disant que Catherine se percevait comme un homme de 1,93 m et 115 kg coincé dans un corps plus petit. Cet esprit indomptable la poussait à explorer l'inconnu et à défier toutes les attentes. Le 1er juin 2015, alors que le soleil se levait sur le Lion Park de Johannesburg, ses rayons dorés illuminaient les vastes savanes et les plaines arides. Avec son appareil photo à la main, Catherine était prête à vivre une nouvelle journée remplie d'aventures. Elle n'était pas là comme une simple touriste. Sa mission était claire, apprendre, documenter et partager avec le monde les histoires de ces êtres majestueux. Alors qu'elle s'aventurait dans le parc, ses yeux brillaient d'excitation. Les lions, avec leur port majestueux et leur beauté brute, étaient un spectacle à couper le souffle. Le cœur de Catherine battait plus vite lorsqu'elle aperçut une lionne étendue au soleil, tranquille et imposante. Poussée par une envie irrésistible d'observer de plus près cette créature fascinante, elle abaissa la vitre de son véhicule. Il y avait dans cette proximité une émotion à la fois brutale et exaltante, comme si elle touchait du doigt l'essence même de la nature sauvage. Mais en un instant, cette scène paisible se transforma en cauchemar. La lionne, peut-être poussée par un instinct de protection ou par une opportunité perçue, bondit vers la voiture. Surprise et impuissante, Catherine se retrouva soudain face à face avec la brutalité de la vie sauvage. Ce qui suivit fut un tourbillon de rugissements, de cris et de chaos. Pierre Podgeter, le guide, intervint immédiatement avec un courage désespéré, frappant la lionne dans une tentative acharnée de sauver Catherine. L'attaque fut impitoyable et d'une violence inouïe. Ben Govender, un témoin dans un véhicule voisin, fut figé par l'horreur de la scène. Il se souvenait avec effroi de la lionne s'éloignant brièvement, la gueule ensanglantée, avant de revenir avec une rage encore plus intense. La lutte pour la vie de Catherine était un spectacle bouleversant, un affrontement entre la vulnérabilité humaine et l'instinct primitif de la nature. Les conséquences de cette attaque laissèrent tous les témoins sous le choc. Pierre, épuisé par ses efforts héroïques, subit une crise cardiaque lors de l'affrontement, un témoignage de l'intensité dramatique de cet événement. La vie de Catherine, pleine de rêves et de passions, fut brutalement arrachée ce jour-là. Le monde perdit non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une âme courageuse et pleine de vie qui avait encore tant à offrir. Sa famille, plongée dans une douleur indescriptible, se souvenait d'elle avec tendresse et admiration. Catherine était un tourbillon de passion et de courage, une lumière dans leur vie. Lors de la cérémonie commémorative, les larmes et les rires se mêlèrent, tandis que les souvenirs de Catherine étaient partagés avec un mélange de fierté et de tristesse. Grayson Orr, son petit ami, évoqua leur dernière conversation, un souvenir poignant de l'imprévisibilité de la vie.
En fin de compte, le voyage de Catherine fut une histoire de rêve, d'aventure et d'une fin tragique. Sa vie, une mosaïque vibrante de passion et de bravoure, continue d'inspirer ceux qui l'ont connue et même ceux qui n'en ont entendu parler qu'à travers son histoire. Avant de devenir la princesse Grace de Monaco, elle était Grace Kelly, une actrice hollywoodienne extrêmement célèbre, vénérée pour sa beauté et son élégance. L'ascension de Grace, passant de star de Hollywood à royauté, fascinait le monde entier. Lorsque sa vie s'est tragiquement achevée le 14 septembre 1982, la planète entière a pleuré et attendu que les véritables détails de sa mort soient révélés. Grace Patricia Kelly est née le 12 novembre 1929. Elle a toujours été attirée par les arts et aspirait à devenir actrice. Après le lycée, elle a déménagé à New York pour poursuivre son rêve. 2 ans plus tard, elle obtint un rôle aux côtés des légendes hollywoodiennes Clark Gable et Ava Gardner dans un film. Peu après, elle attira l'attention d'Alfred Hitchcock, qui la fit jouer dans 3 de ses films les plus célèbres, consolidant ainsi sa réputation comme l'une des plus grandes étoiles de Hollywood. Kelly rencontra le prince Rainier III de Monaco lors du tournage de Le Cygne en 1955. À 25 ans, elle jouait le rôle d'une princesse à l'écran et devint bientôt une véritable princesse dans la vie. Leur union était digne d'un conte de fées, captivant l'imagination des admirateurs du monde entier. Kelly quitta Hollywood en avril 1956 pour épouser le prince Rainier et devenir la princesse Grace de Monaco. À partir de ce moment, elle se consacra à ses devoirs royaux et à l'éducation de leurs 3 enfants. Le 13 septembre 1982, la princesse Grace et sa fille de 17 ans, la princesse Stéphanie, revenaient à Monaco depuis leur maison de campagne à Roccagel en France. Ce matin-là, Grace congédia son chauffeur et décida de conduire elle-même car la voiture était remplie de robes et de boîtes. Cependant, alors qu'elle parcourait les routes sinueuses de la Côte d'Azur à bord de leur Rover 3500, Grace perdit brièvement connaissance. En réalité, elle venait de subir ce que les médecins appelleraient plus tard un léger accident vasculaire cérébral, une attaque semblable à un AVC. Par conséquent, Grace perdit le contrôle du véhicule. Elle manqua un virage et quitta la route, plongeant d'environ 30 mètres en contrebas sur un flanc de montagne. La voiture fit plusieurs tonneaux dans les airs, percutant des branches de pin et des rochers avant d'atterrir dans le jardin d'une maison en contrebas. Stéphanie s'en sortit avec une légère fracture des vertèbres, mais les blessures de Grace étaient bien plus graves. Elle fut immédiatement transportée à l'hôpital et resta dans le coma pendant 24 heures avant d'être déclarée en état de mort cérébrale. Le 14 septembre, son époux, le prince Rainier III, prit la décision déchirante de la débrancher de l'assistance respiratoire. Après sa mort, certains ont affirmé que Stéphanie, qui était mineure et n'avait pas de permis, conduisait ce jour-là, ou que la mère et la fille se disputaient avant l'accident. Stéphanie a nié ces allégations, affirmant qu'elle ne bougeait pas et qu'elle avait simplement fui le véhicule par le côté du conducteur car la porte passager était complètement écrasée. Le 18 septembre 1982, près de 100 millions de personnes ont suivi les funérailles de Grace Kelly. Des chefs d'État, des célébrités et des membres de la royauté ont assisté à la cérémonie qui s'est tenue dans la même église où elle avait célébré son mariage féerique en 1956. Le 20 février 2014, Sarah Jones était assistante caméra, travaillant son premier jour sur le plateau de Midnight Rider, un biopic sur le musicien de rock Gregg Allman. À 27 ans, elle avait travaillé sur plusieurs plateaux, notamment celui de la série télévisée à succès The Vampire Diaries. C'était une personne joyeuse qui ne reculait jamais devant le travail. C'était pour elle l'occasion de collaborer avec des grands noms de l'industrie. Mais Sarah n'a jamais pu terminer son premier jour sur le plateau. Ce jour-là, Sarah est allée travailler en sachant que quelque chose n'allait pas tout à fait. La nuit précédente, elle avait passé du temps au téléphone avec son père, un homme nommé Richard Jones. Au cours de leur conversation, Sarah lui avait confié qu'elle se sentait un peu nerveuse à propos du film. Elle était surprise d'apprendre que le film était à petit budget malgré la présence de grands noms comme l'acteur William Hurt qui jouait Gregg Allman dans le biopic. De plus, Sarah avait fait un commentaire sur le fait que certaines des personnes qui lui posaient des questions étaient censées être ses supérieures et, en tant que telles, devaient en savoir plus qu'elle. Elle trouvait tout cela étrange, mais ce n'était pas suffisant pour la décourager, pas avec son éthique de travail irréprochable. Ainsi, elle est arrivée au travail et a soigneusement suivi les instructions du réalisateur Randall Miller. Il filmait une séquence de rêve près d'un pont en treillis vieux de 110 ans sur la rivière Altamaha dans le comté de Wayne, en Géorgie. Le terrain était sauvage et traversé par des rivières.
Le casting et l'équipe ont quitté les abords de la rivière et se sont rendus directement sur le pont en treillis. Ils prévoyaient de tourner une séquence de rêve avec William Hurt dans le rôle de Greg Allman allongé sur un lit d'hôpital en métal lourd sur le pont ferroviaire au-dessus de la rivière. La voie ferrée était encore en service. Et peut-être à l'insu de nombreux membres de l'équipe, la société de chemin de fer CSX avait demandé aux producteurs du film de déménager ailleurs. En d'autres termes, ils filmaient sur le pont sans l'accord ni la connaissance de la compagnie ferroviaire. Comme vous pouvez l'imaginer, les choses pouvaient devenir très dangereuses très rapidement. Avant de commencer à tourner la scène, on a dit à l'équipe qu'en cas d'arrivée d'un train, ils auraient 60 secondes pour dégager les rails. 1 minute, c'est ce qui ferait la différence entre la vie et la mort. En entendant cela, l'équipe est devenue de plus en plus nerveuse. Certains d'entre eux ont formé un cercle de prière. Mais ils ont continué à travailler. Sarah Jones était partout ce jour-là. Elle aidait à charger la pellicule, surveillait les caméras et transportait du matériel coûteux. L'équipe a placé un lit en métal pour 2 personnes et un matelas au milieu des rails. C'était censé être une séquence de rêve intéressante. Au lieu de cela s'est transformé en cauchemar réel. Peu de temps après avoir placé le lit sur les rails, l'équipe a entendu un bruit de plus en plus fort. Lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont vu un train de marchandises foncer sur eux, sa locomotive hurlant. 60 secondes, c'est tout le temps qu'ils avaient pour quitter les rails. Mais pour ce faire, ils devaient courir dans la direction d'où venait le train. Le réalisateur, Randall Miller, a crié à tout le monde de courir. Mais Sarah Jones était consciencieuse. Elle se souciait de son travail. Elle s'est arrêtée et a soulevé plusieurs sacs d'équipement sur chaque épaule. Elle a crié en demandant quoi faire du matériel de caméra. Tout le monde lui a crié de laisser tomber et de courir. Pendant ce temps, d'autres membres de l'équipe, y compris le réalisateur, ont tenté de retirer le lit en métal des rails, craignant qu'il ne fasse dérailler le train approchant et ne provoque une tragédie. Cependant, leurs efforts étaient vains. Le lit était trop lourd et le train avançait trop vite. Lorsque le train a percuté le lit et le matelas avec une grande force, cela a projeté des débris. Un morceau de ces débris a frappé Sarah Jones, qui tentait de trouver refuge sur la passerelle. L'impact l'a projetée sur les rails, où elle a été percutée par le train, la tuant sur le coup. Seul son corps mutilé était resté sur place. En voyant le corps de Sarah, certains membres de l'équipe ont commencé à crier. Le réalisateur a pleuré. L'équipe était traumatisée, mais elle a aidé à récupérer le corps de Sarah jusqu'à l'arrivée d'une équipe de secouristes. Plusieurs membres de l'équipe ont également été blessés et ont eu besoin de soins médicaux sérieux. Le réalisateur Randall Miller a purgé 2 ans de prison avant de passer en probation pour sa part dans l'accident. Le producteur exécutif du film, Jay Sedrich, a d'abord été condamné à 10 ans de prison, mais sa peine a été réduite à une simple probation sans incarcération. Midnight Rider, le film, n'a jamais été terminé ni sorti. Près de 1000 personnes ont assisté aux funérailles de Sarah Jones. Sa mort tragique a déclenché la campagne Safety for Sarah, une initiative pour une sécurité accrue dans la production cinématographique. Dans l'immensité scintillante de la grande barrière de corail, un homme dont le cœur battait à l'unisson avec les créatures les plus sauvages de la nature entreprit sa dernière aventure sous-marine. Steve Irwin, le célèbre Crocodile Hunter, plongea dans ces eaux avec la même passion ardente et cette joie de vivre débordante qui avait fait de lui une figure aimée dans le monde entier. Pour Steve, l'océan n'était pas simplement une étendue d'eau infinie, mais un véritable sanctuaire où il se sentait pleinement vivant. Ce jour fatidique de septembre 2006, le soleil diffusait une lumière dorée sur la mer, reflétant l'énergie inépuisable de cet homme qui avait consacré sa vie à la conservation de la faune et à l'éducation du public. Accompagné de son fidèle caméraman Justin Lyons, Steve s'était lancé dans une mission pour capturer les merveilles du monde sous-marin dans le cadre du projet Ocean's Deadliest, une preuve éclatante de son amour éternel pour la vie marine mystérieuse. La vie de Steve était une tapisserie vibrante tissée d'aventures, d'amour et d'une connexion indéfectible avec le monde naturel. Sa femme Terry, son âme sœur et partenaire dans sa mission de conservation, ainsi que leurs enfants, Bundy et Robert, étaient les piliers solides de son existence. Ensemble, ils partageaient une dévotion profonde et inébranlable envers la protection des créatures que Steve chérissait tant. Alors qu'il nageait dans les eaux limpides et azurées, les yeux de Steve s'illuminèrent en apercevant une majestueuse raie pastenague. Pour lui, cette plongée n'était qu'un tournage parmi tant d'autres, une activité qu'il avait répétée d'innombrables fois. Cependant, chaque rencontre avec la nature, aussi routinière soit-elle, représentait pour lui une nouvelle occasion de s'émerveiller. Faisant signe à son équipe pour capturer une dernière prise, Steve espérait immortaliser la grâce de la raie lors de son départ.
Mais la nature, dans toute son imprévisibilité, en avait décidé autrement. En un instant, ce tournage ordinaire se transforma en une situation critique. L'arrêt, se sentant menacé, réagit violemment et fouetta avec sa queue barbelée, frappant Steve avec une force dévastatrice que personne n'aurait pu anticiper. Justine, témoin de cette scène bouleversante, réagit immédiatement, animée par un mélange d'horreur et d'urgence. La course frénétique vers la côte, marquée par la peur et l'espoir désespéré, n'était qu'un tourbillon confus pour l'équipage. Gravement blessé, mais d'un calme poignant, Steve murmura ses derniers mots à Justine, une acceptation déchirante de son sort imminent. « Je suis en train de mourir », dit-il, sa voix à peine audible dans le tumulte de l'instant. Ces mots, empreints d'une sérénité bouleversante, marquèrent la fin d'une ère. La nouvelle de la mort tragique de Steve Irwin provoqua une onde de choc à travers le monde. Pour Terry, Bindi et Robert, la perte de cet homme, qui était à la fois leur univers, leur héros et leur étoile guide, créa un vide inimaginable. Le monde entier pleura à leur côté, partageant la douleur de perdre un homme qui avait su, avec un enthousiasme et une joie incomparables, rapprocher les merveilles du monde sauvage des cœurs et des esprits de millions de personnes. Steve avait toujours affirmé que la caméra devait continuer de tourner, quoi qu'il arrive, car il voyait cela comme sa mission de révéler les réalités brutes de la nature au monde entier. Cependant, les images de ces derniers instants, capturées sur bande, devinrent rapidement un sujet empreint de respect et de confidentialité, suivant le souhait de sa famille. Son ami et réalisateur, John Stanton, prit la décision douloureuse de visionner ces images. Sa détermination à ce qu'elles ne soient jamais rendues publiques témoigna de son profond respect pour Steve. La bande fut remise aux autorités, et à l'exception d'une copie unique, toutes furent détruites. Cette dernière copie, gardienne silencieuse des ultimes moments de Steve, resta cachée, son contenu précieusement préservé. Au fil des années, l'héritage de Steve continua de prospérer. Terry, Bindi et Robert poursuivirent son œuvre avec une dévotion sans faille. Bindi, épanouie en une ardente défenseuse de la faune sauvage, et Robert, marchant dans les pas de son père, s'assurèrent que l'esprit et le message de Steve perdureraient. À chaque anniversaire de sa disparition, la famille partageait des souvenirs et des hommages, chacun reflétant l'amour, les rires et les leçons que Steve avait laissées en héritage. Des fans du monde entier se joignaient à eux pour se souvenir du Crocodile Hunter, non pas seulement pour la fin tragique de son histoire, mais pour la vie vibrante et exceptionnelle qu'il avait menée. L'histoire de Steve Irwin dépasse le simple récit d'aventures et de tragédies. Elle incarne un message d'amour, de famille et d'un engagement inébranlable à protéger le monde naturel. Bien que son existence ait été écourtée de manière tragique, il vécut pleinement, laissant derrière lui un héritage qui résonne bien au-delà des écrans de télévision. Dans le cœur de sa famille et de ses admirateurs, Steve Irwin restera à jamais comme un héros ayant vécu avec courage, ri avec joie et aimé sans limite. Bessie Smith, l'une des figures les plus influentes de l'ère du jazz, était une force redoutable. Surnommée « l'impératrice du blues », elle était vénérée pour sa voix puissante et sa profondeur émotionnelle. Mais lorsque sa vie fut tragiquement écourtée dans un terrible accident de voiture, des rumeurs et des controverses autour de sa mort commencèrent à se répandre. Bessie Smith est née à Chattanooga, dans le Tennessee, le 15 avril 1894. Elle venait d'une famille très pauvre, orpheline dès son plus jeune âge avec ses 6 frères et sœurs. Ils durent se débrouiller seuls. C'est ainsi que Bessie commença à chanter et à danser dans les rues pour quelques sous. Elle était une chanteuse et danseuse talentueuse. Plus tard, elle rejoignit une troupe itinérante qui comptait parmi ses membres une autre légende du blues, Ma Rainey, qui aida Bessie à développer une personnalité scénique. Dans les années 1920, la carrière de Bessie prit son envol. Sa voix émotive captivait les foules. Elle signa un contrat avec Columbia Records en 1923 et devint la chanteuse de blues la plus populaire de son époque. Mais lorsque la Grande Dépression frappa les États-Unis, la popularité de Bessie commença à décliner. Elle se produisit alors dans des clubs et théâtres plus modestes à travers tout le pays, ce qui la poussa à voyager fréquemment. C'est au cours de l'un de ces voyages que la vie de Bessie Smith s'acheva brutalement. Le 26 septembre 1937, Bessie et son compagnon Richard Morgan roulaient sur la route 61 entre Memphis, Tennessee et Clarksdale, Mississippi. Il était presque 2 heures du matin. Richard était au volant. Devant eux se trouvait un camion qui avançait lentement. Richard tenta de le dépasser, mais il mal évalua la vitesse du camion. Cette erreur provoqua une collision latérale à grande vitesse. Le toit de leur véhicule fut arraché et Bessie, qui se trouvait sur le siège passager, subit des blessures terribles. Son bras droit fut presque sectionné au niveau du coude et elle souffrit de graves écrasements sur le côté droit de son corps.
Richard Morgan en sortit indemne, mais Bessie gisait grièvement blessée au milieu de la route. C'est ainsi qu'un premier témoin, un chirurgien nommé Hugh Smith, la trouva. Il comprit immédiatement que Bessie avait besoin de soins médicaux d'urgence. Il la stabilisa du mieux qu'il put, enveloppant son bras blessé avec un mouchoir propre, pendant que son collègue appelait une ambulance. La tragédie faillit frapper à nouveau lorsqu'une autre voiture, se précipitant vers la scène de l'accident, entra en collision avec le véhicule du docteur Smith, manquant de peu Bessie Smith. Finalement, alors que l'état de Bessie se dégradait, 2 ambulances arrivèrent, l'une d'un hôpital noir et l'autre d'un hôpital blanc. En raison des lois de ségrégation dans le sud profond, Bessie fut transportée à l'hôpital afro-américain G.T. Thomas de Clarksdale. Son bras dut être amputé, mais Bessie Smith ne retrouva jamais conscience. Elle succomba à ses blessures ce matin-là. C'est alors que les rumeurs commencèrent à circuler. Certaines personnes affirmèrent que Bessie était morte après s'être vue refuser l'admission dans un hôpital réservé aux Blancs. L'écrivain de jazz John Hammond perpétua ce mythe dans un article du magazine Downbeat en 1937, posant ainsi les bases de la pièce d'Edward Albee en 1959, La mort de Bessie Smith. Le docteur Hugh Smith, qui l'avait soigné sur place, rejeta cette affirmation, précisant qu'aucune ambulance dans cette région n'aurait envisagé de transporter un patient afro-américain vers un hôpital réservé aux Blancs à cette époque. Bessie Smith fut enterrée à Philadelphie le 4 octobre 1937. Des milliers de personnes vinrent rendre hommage à l'impératrice du blues. Malheureusement, sa tombe resta sans marqueur pendant des décennies. Pendant ces années, son mari séparé, Jack Gee, empêcha toute tentative d'ériger une pierre tombale. Ce n'est qu'en 1970 qu'une pierre fut enfin placée sur la tombe de Bessie, financée par la chanteuse Janis Joplin et Juanita Green, une amie de Bessie. C'était le 21 octobre 2021. Alina Hutchins, une directrice de la photographie âgée de 42 ans, travaillait sur le tournage de Rust, un film western réalisé par Joel Souza avec en vedette le célèbre acteur Alec Baldwin qui était également l'un des producteurs du film. Alina était une directrice de la photographie incroyablement talentueuse, dont l'œil artistique et le style visuel lui avaient permis de travailler sur plusieurs plateaux. Elle était considérée comme quelqu'un capable de gérer toute pression. Alina était ukrainienne et elle avait grandi sur une base militaire soviétique dans l'Arctique, où son père servait dans l'armée soviétique. C'est sur cette base militaire qu'elle s'est d'abord intéressée au cinéma. Elle a étudié à l'Université nationale de Kiev, puis est devenue journaliste travaillant sur des films documentaires. Sa carrière à Hollywood a commencé après sa rencontre avec son mari lors d'un voyage aux États-Unis en 2005. Alina a alors décidé de s'installer aux États-Unis et la suite fait partie de l'histoire. En 2021, le couple avait également un fils de 9 ans. Ce jeudi 21 octobre 2021, Alina était au travail sur le plateau de Rust, près de la Ciénega, au Nouveau-Mexique. Ils allaient filmer une scène de fusillade à l'intérieur d'une église, ce qui pouvait être délicat. Ainsi, l'acteur Alec Baldwin, qui était la vedette de la scène, a décidé de répéter avant le tournage proprement dit. Alina l'assistait pendant qu'il s'exerçait à une technique de dégainage de revolver. Le premier assistant réalisateur, David Hulse, a remis à Baldwin l'arme qu'il allait utiliser pour la scène. Un revolver Pietta Colt 45. En lui remettant, David Hulse a proclamé « Colt Gun », une expression standard qui informait l'équipe que l'arme ne contenait pas de balles réelles. Personne n'avait de raison de croire le contraire. Le plateau comptait aussi un armurier, une femme nommée Hannah Gutiérrez-Reed, qui gérait les armes et veillait à ce que tout soit en ordre et sécurisé. Malgré cela, il y avait déjà eu au moins 2 incidents impliquant les armes auparavant. Et certains membres de l'équipe ne se sentaient pas totalement à l'aise. Alec Baldwin tenait fermement le revolver tout en parlant à Alina Hutchins. Il lui expliquait le processus, montrant à la directrice de la photographie ce qu'il allait faire. « Alors, je suppose que je vais sortir ça, tirer et faire « bang », a dit l'acteur. À peine avait-il prononcé « bang » qu'une balle en plomb, une véritable balle, transperça la poitrine de Alina avant d'aller se loger dans l'épaule du réalisateur Joel Souza. Alina est tombée en arrière. Terrifiés, les membres de l'équipe se sont regroupés autour d'elle. La femme a croisé le regard d'un perchman et a prononcé ces derniers mots « C'était pas bien du tout ». L'acteur Alec Baldwin a crié sous le choc. Alina Hutchins a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais elle a été déclarée morte quelques heures plus tard. Comment une telle chose pouvait-elle arriver? Et qui en était responsable? Presque un mois après l'incident, le 17 novembre, la script du film a déposé une plainte civile accusant Baldwin de jouer à la roulette russe en pointant un revolver Colt 45 sur Hutchins.
Quelques jours plus tard, le 2 décembre, l'acteur s'est exprimé publiquement dans une interview, affirmant qu'il n'avait aucune idée de la façon dont une balle réelle avait pu se retrouver sur le plateau. Le statut de producteur de Baldwin faisait penser à certains qu'il était au moins partiellement responsable du manque de sécurité sur le tournage. La famille de Halina a déposé une plainte pour mort injustifiée en février 2022, pointant le comportement irresponsable et des économies réalisées par Baldwin et d'autres. La famille a annoncé un accord dans leur procès le 5 octobre 2022. En novembre, Baldwin lui-même a poursuivi l'armurière du film, Anna Gutiérrez-Reed, ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe pour négligence. L'acteur a été officiellement inculpé d'homicide involontaire en janvier 2023 aux côtés de l'armurière du film. Il a plaidé non coupable et les charges contre lui ont été abandonnées au printemps 2023 pour être rétabli avec une nouvelle inculpation d'homicide involontaire en janvier 2024. Il a de nouveau plaidé non coupable. L'armurière du film, Anna Gutiérrez-Reed, a été reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à 18 mois de prison en mars 2024. Alec Baldwin est programmé pour être jugé le 9 juillet 2024. Le 30 septembre 1955, l'acteur James Dean conduisait sa Porsche 550 Spyder bien aimée vers Salinas, en Californie, où il devait participer à une course automobile. À 24 ans, la carrière de James était en pleine ascension. Il était jeune, talentueux et séduisant, avec une aura de mystère et de rébellion qui captivait le public. Mais James Dean aimait aussi la course, une passion récente qui allait bientôt se heurter tragiquement à sa vie et à sa carrière. Né à Marion, dans l'Indiana, James Byron Dean grandit avec un esprit inquiet et une détermination à laisser son empreinte dans le monde. Il étudia le théâtre à l'UCLA et se distingua rapidement comme un talent remarquable. Les réalisateurs étaient attirés par son talent et son intensité, ce qui aboutit à sa performance révélatrice dans « À l'Est d'Éden » d'Elia Kazan. Il était l'un des acteurs les plus prometteurs de sa génération et aurait peut-être pu devenir l'un des plus grands acteurs du monde, mais c'était sans compter sur sa passion pour la vitesse et le danger. Fin septembre 1955, James Dean venait de terminer le tournage d'un film intitulé « Géant » et avait hâte de retourner dans le monde de la course automobile. Il rêvait apparemment de participer un jour à la célèbre course d'Indianapolis 500. Son succès financier récent grâce à l'Est d'Éden lui avait permis d'investir dans sa passion en achetant une moto Triumph Tiger et une Porsche 356 Speedster. James échangea plus tard la Porsche 356 contre une voiture plus rapide et plus performante, une Porsche 550 Spyder décapotable, qu'il surnomma affectueusement Little Bastard, un nom qui resterait dans l'histoire. Le 30 septembre 1955, James Dean se trouvait chez Competition Motors à Hollywood, accompagné de son mécanicien Porsche Rudy Wutterich. Ils avaient pour but de préparer la Little Bastard pour la course de Salinas. Au départ, Dean avait prévu de remorquer la Porsche derrière un break jusqu'à la course, mais Wutterich suggéra que Dean conduise la Spyder jusqu'à Salinas pour s'habituer à sa nouvelle voiture. Après l'accord de Dean, Wutterich, Bill Hickman, un cascadeur de Warner Brothers, et le photographe Stanford H. Roth quittèrent Hollywood et se dirigèrent vers le nord sur la US Route 99, s'arrêtant brièvement pour faire le plein d'essence. Vers 15h30 ce jour-là, Dean fut arrêté par la police autoroutière de Californie au sud de Bakersfield, où il fut verbalisé pour excès de vitesse à 105 km/h dans une zone limitée à 90 km/h. Le groupe se dirigea ensuite vers l'ouest sur la SR 166 SR 33, en direction de Blackwell's Corner via un itinéraire bien connu des conducteurs de voitures de sport. Une fois là-bas, ils rencontrèrent d'autres pilotes et quittèrent Blackwell's Corner à 17h15 en direction de Salinas sur la US Route 466. Il était environ 17h45 et James Dean et Rudy Wutterich roulaient vers l'ouest. Leurs compagnons étaient loin derrière. L'incident se produisit près du carrefour de ce qui était alors connu sous le nom de US Route 466. Aujourd'hui la State Route 46 et de la State Route 41. Alors que James Dean roulait vers l'ouest, une autre voiture, une Ford Tudor de 1950 conduite par un jeune homme de 23 ans appelé Donald Turnipseed, venait de l'est. En tournant à gauche sur la SR 41, il coupa directement la route de la Porsche de James Dean, Little Bastard. Dean eut juste le temps de comprendre ce qui allait se passer. Il tenta alors une manœuvre de course pour éviter l'impact, mais il était trop tard. Les deux voitures entrèrent presque en collision frontale. Little Bastard fit plusieurs tonneaux dans les airs avant d'atterrir dans un fossé au bord de la route. Lorsque les autorités arrivèrent, James Dean fut extrait de l'épave.
Il était inconscient et gravement blessé, son pied gauche était coincé entre les pédales d'embrayage et de frein. Il avait le cou brisé, les jambes écrasées et souffrait de multiples fractures et lacérations. Wütherich avait été éjecté de la voiture, mais il était encore conscient, bien que souffrant d'une mâchoire et d'une hanche fracturée, ainsi que d'autres blessures. Le conducteur de la Ford, Donald Turnipseed, ne subit que des blessures mineures. James Dean fut transporté à l'hôpital commémoratif de guerre de Paso Robles où, à 18h20, le 30 septembre 1955, il fut déclaré mort à son arrivée. Une enquête tenue le 11 octobre 1955 conclut que la mort de Dean était accidentelle et Turnipseed ne fut pas reconnu coupable de faute. Cependant, cet accident entra à Turnipseed pour le reste de sa vie et il parla rarement de cet événement publiquement. La nouvelle de la mort de James Dean choqua le monde et Hollywood. Son film le plus célèbre, La Fureur de vivre, fut diffusé près d'un mois après la mort de Dean dans cet accident de voiture. Le film immortalisa l'acteur et contribua à forger l'image d'un héros tragique parti trop tôt. C'était le 23 juillet 1982, la lune se suspendait bas au-dessus d'Indian Dunes, projetant une lueur fantomatique sur le vaste paysage de Valencia, en Californie. Ce lieu, très prisé des réalisateurs tout au long des années 1980, avait eu son lot d'action, des aventures de MacGyver au drame de China Beach. Mais en cette nuit fatidique, c'était le tournage de Twilight Zone, The Movie, qui transformait ce ranch tranquille en une scène de tragédie indescriptible. Il était tard dans la nuit, mais le plateau était rempli de membres de l'équipe. John Landis, 31 ans, qui avait précédemment réalisé Animal House et Un loup-garou américain à Londres, dirigeait son film avec sa poigne habituelle. La scène nocturne exigeait que l'acteur Vic Morrow porte 2 jeunes enfants, Micah D'Angelo, 7 ans, et René Shin-Yi-Chen, 6 ans, hors d'un village dévasté par la guerre et à travers une rivière peu profonde. À 53 ans, Vic Morrow était déjà un acteur chevronné, avec une filmographie impressionnante. Les enfants, en revanche, n'étaient pas des acteurs. En fait, ils n'étaient même pas censés être sur le plateau. Landis, le réalisateur du film, violait les lois californiennes sur le travail des enfants en ayant Micah et René là sans les permis requis, les faisant tourner à une heure si tardive. C'était également la raison pour laquelle Micah et René étaient payés en cachette. La scène allait être violente. Le scénario exigeait de l'intensité, avec des explosions et un hélicoptère en vol stationnaire ajoutant au chaos. Vic Morrow jouait le rôle de Bill Connor, un homme transporté dans le temps jusqu'à la guerre du Vietnam, où il devenait un Vietnamien essayant désespérément de protéger 2 enfants des soldats américains. L'hélicoptère, piloté par Dorsey Wingo, un vétéran de la guerre du Vietnam, était un élément clé pour créer un sentiment de danger et d'urgence. Et il allait pleuvoir des grandes explosions. Malgré le fait que les parents des enfants n'étaient pas au courant de ce détail non négligeable. En vol stationnaire à environ 7 mètres du sol, l'hélicoptère se positionna. Morrow, tenant les enfants dans ses bras, devait traverser la rivière de manière héroïque. Le village factice derrière les acteurs éclata en flammes contrôlées et Morrow commença à se frayer un chemin à travers la rivière, portant les 2 petits-enfants dans ses bras. C'était censé être un moment de génie cinématographique, mais à la place, cela devint un cauchemar. Alors que Wingo manœuvrait l'hélicoptère, un gros effet de mortier explosa en dessous, envoyant des débris et un couvercle métallique s'écraser sur le rotor de queue. Le rotor, crucial pour stabiliser l'appareil, se brisa sous l'impact. Le pilote, terrifié mais nouveau dans le métier, ne voulait pas interrompre le tournage. Il bougea à peine alors que l'hélicoptère commençait à tourner hors de contrôle. Vic Morrow aurait cru qu'il allait mourir dans un crash d'hélicoptère. En bas, l'acteur venait de lâcher René. Micah était encore dans ses bras lorsque l'hélicoptère, devenu incontrôlable, plongea vers eux. Les pales principales frappèrent Morrow et Micah, les découpant. René fut écrasé par le patin droit de l'hélicoptère. En un instant, les 3 vies furent éteintes. Le chaos et le bruit du plateau furent remplacés par un silence étrange, alors que la réalité de ce qui venait de se passer s'imposait à l'équipe sous le choc. Puis la mère de René commença à crier, brisant ce terrible sort. Une véritable tragédie se déroulait sous leurs yeux. Le pilote survécut miraculeusement. Les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux juste avant l'aube. Les conséquences furent un tourbillon d'enquêtes et de procès. Lors du procès, il fut révélé que le pilote, en voyant les explosions, avait tenté de s'en éloigner mais avait totalement perdu le contrôle. Le directeur de production, Dan Allingham, avait senti le danger et demandé une pause, mais le réalisateur John Landis insista pour que l'hélicoptère descende de plus en plus bas. Stephen Lydecker, un autre opérateur de caméra,
témoigna de l'attitude désinvolte de Landis face au risque de la cascade. Il raconta une remarque glaçante faite par Landis. « On pourrait perdre l'hélicoptère ». Lydekker, comme beaucoup d'autres, croyait que l'attitude négligente de Landis était responsable de la tragédie. Les batailles judiciaires durèrent plus d'une décennie. Landis, ainsi que 4 autres personnes, furent accusés d'homicide involontaire mais furent finalement acquittés. Dans une interview de 1996, Landis déclara que la tragédie le hantait chaque jour et avait eu un impact énorme sur sa carrière. C'était un week-end paisible de la fête nationale australienne en 1963, un moment attendu pour se détendre et profiter des plaisirs simples de la vie. À Sugarloaf Bay, un lieu pittoresque niché dans Middle Harbour, près de Sydney, le soleil d'été illuminait les eaux calmes et accueillantes, créant une ambiance presque irréelle. Des familles et des groupes d'amis étaient dispersés ici et là. Parmi eux se trouvait Marcia Hathaway, une actrice de 32 ans originaire de Sydney, pleine de promesses pour une carrière en plein essor, connue pour sa beauté éclatante et ses performances captivantes sur scène et à l'écran. Marcia avait choisi cet endroit idyllique avec son fiancé, Frederick Knight, et quelques amis proches pour célébrer leur récente fiançailles lors d'un pique-nique. C'était une journée qui devait être marquée par la joie, les rires et les conversations animées sur les projets d'avenir. L'air était rempli de l'euphorie propre à ce genre de moments partagés. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que cette journée, pleine de promesses, allait rapidement virer au cauchemar. Dans un moment de défi bon enfant, les amis de Marcia l'encouragèrent avec malice à leur prouver ses talents de nageuse. Avec un sourire espiègle, elle releva le défi sans hésiter. Elle s'avança dans l'eau, ses pieds s'immergeant doucement dans la fraîcheur apaisante. Elle ne s'éloigna que jusqu'à la hauteur des genoux, restant à proximité du rivage. Soudain, un cri déchirant brisa le calme ambiant. Marcia hurla, croyant d'abord qu'elle avait été piégée par un poulpe. Mais la réalité était bien plus effroyable. Un requin bulldog, redoutable prédateur des profondeurs, s'était approché en silence et avait refermé ses mâchoires puissantes sur son mollet droit. La tranquillité paisible de la baie se transforma instantanément en une scène de terreur absolue. En entendant les cris désespérés de Marcia, Frédéric se retourna et fut témoin d'une scène qu'il n'oublierait jamais. Un requin gigantesque entraînait l'amour de sa vie vers des eaux plus profondes. Poussé par un instinct de survie et une détermination inébranlable, il se précipita dans l'eau, prêt à tout pour la sauver. Ce fut une lutte acharnée et désespérée contre le prédateur, Frédéric allant jusqu'à s'agripper à la créature pour tenter de libérer Marcia de son emprise mortelle. L'eau se teinta rapidement de rouge sous l'effet de la blessure, tandis que Marcia, malgré une douleur insoutenable et des blessures au graves, fit preuve d'un calme incroyable. Elle trouva la force de rassurer Frédéric, détournant son attention de sa propre souffrance pour tenter de le réconforter dans ces moments terrifiants. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon cher. Dieu veillera sur moi », murmura-t-elle, des paroles qui résonneraient plus tard avec une poignante intensité dans les mémoires de tous ceux qui l'aimaient. Des plaisanciers, témoins de la scène dramatique, accoururent pour leur porter secours. Ils sortirent Marcia de l'eau et l'allongèrent sur le rivage, utilisant des draps arrachés pour fabriquer des garrots de fortune dans l'espoir de stopper l'hémorragie. Mais les blessures infligées par le requin étaient d'une gravité extrême. La jambe droite de Marcia était presque entièrement sectionnée, rendant toute intervention immédiate insuffisante. Un appel fut passé pour demander une ambulance, mais le destin s'acharna une fois de plus. Le véhicule tomba en panne sur le chemin, retardant l'assistance médicale cruciale dont Marcia avait désespérément besoin. Pendant qu'ils attendaient qu'une autre ambulance arrive, son état se détériora rapidement. Lorsque les secours purent enfin intervenir, il était déjà trop tard. Marcia Hathaway, une femme pleine de vie et aimée de tous, succomba à ses blessures. L'attaque laissa Sydney sous le choc. Les journaux locaux qualifièrent le requin de monstre, tandis que la ville pleurait la perte tragique d'une jeune femme à l'aube de sa vie. Dans les jours suivants, des photos montrèrent des foules rassemblées autour d'un véhicule exhibant un requin bulldog capturé dans la région, soupçonné d'être l'auteur de l'attaque. Cet événement tragique resta gravé dans les mémoires des habitants de Sydney comme un rappel saisissant de l'imprévisibilité et de la férocité de la nature. Pendant près de 6 décennies, cette attaque demeura la seule mortelle survenue dans les eaux de Sydney jusqu'à ce qu'un événement similaire se produise en 2021 à Little Bay. L'histoire de Marcia Hathaway n'est pas simplement celle d'une rencontre fatale avec l'un des prédateurs de la nature. C'est aussi une leçon sur la façon dont les instants de joie et de tristesse peuvent s'entrelacer en un clin d'œil. C'est un rappel de la fragilité de la vie et du courage inouï que l'on peut manifester face à une adversité inimaginable.
Son héritage perdure dans les souvenirs de ceux qui l'ont connu et dans les pages de l'histoire de Sydney comme un poignant témoignage de ce jour où le bonheur s'est transformé en chagrin en une fraction de seconde. En juin 1967, la célébrité de Jayne Mansfield avait commencé à s'estomper, mais l'actrice restait connue pour son apparence de bombe sensuelle et sa volonté de jouer des rôles provoquants dans les films hollywoodiens. Jayne n'a jamais eu l'occasion de retrouver sa place sous les projecteurs. Le 29 juin 1967, l'actrice est décédée dans un tragique accident, un accident encore entouré de mystères. Réalité ou fiction, l'histoire de la mort de Jayne Mansfield est devenue le sujet de nombreuses légendes urbaines. Jayne Mansfield est née Vera Jane Palmer le 19 avril 1933 à Bryn Mawr, en Pennsylvanie. Elle avait toujours rêvé de devenir célèbre et son rêve est devenu réalité. À 17 ans, Jayne a épousé Paul Mansfield. Le couple a ensuite déménagé à Hollywood où Jayne a poursuivi sa carrière d'actrice. Mansfield était une femme intelligente. Elle comprit rapidement qu'elle pouvait créer une image audacieuse et capter l'attention du public. C'est ainsi qu'elle devint l'une des premières Playboy Bunnies. Elle se démarqua de ses pairs lorsqu'elle fut nommée Playmate du mois de Playboy en février 1955. Qu'il s'agisse d'exposer sa poitrine en public ou d'être la première actrice à être filmée nue à l'écran dans le film Promise en 1963, Mansfield était bien connue pour ses coups d'éclat provoquants. Elle avait une maison rose, plusieurs chihuahuas et une rivalité avec une autre bombe blonde d'Hollywood, Marilyn Monroe. Cependant, lorsque Monroe est décédée en 1962, Jayne Mansfield en fut profondément affectée. « Peut-être que je serai la prochaine », déclara-t-elle de manière inquiétante, une prédiction qui allait se révéler étrangement exacte. Il était minuit passé le 29 juin 1967. Jayne avait terminé une performance dans une boîte de nuit à Biloxi, dans le Mississippi, et entama un long trajet vers la Nouvelle-Orléans pour une apparition télévisée. Comme l'idée de la beauté à Hollywood avait évolué, passant des blondes voluptueuses aux beautés plus petites et délicates, la carrière de Jayne se limitait désormais principalement à des performances dans des boîtes de nuit, l'obligeant à voyager fréquemment. Cette nuit-là, elle se rendait à la Nouvelle-Orléans avec son petit ami Sam Brody et leur chauffeur Ronnie Harrison. 3 de ses enfants dormaient à l'arrière de la Buick Electra 225 de 1966. Les 4 chihuahuas de Jayne étaient également dans la voiture. Ils voyageaient le long de la route côtière, traversant des villes comme Biloxi, Gulfport et Pass Christian, profitant de l'air chaud d'une nuit d'été. Après avoir franchi le pont Henderson Point et le pont de la baie de Saint-Louis, ils firent une brève halte au White Kitchen, un célèbre restaurant ouvert 24 heures sur 24 près de la frontière entre le Mississippi et la Louisiane. Cependant, après cet arrêt, le voyage prit un tournant sombre sur la Highway 90. Une épaisse brume commença à se déposer sur les marais, obscurcissant la visibilité et rendant la route sinueuse encore plus dangereuse. Les choses devinrent encore plus dangereuses lorsque la Buick traversa les premières heures embrumées du matin à grande vitesse. Un camion anti-moustique avançait lentement, rendant la visibilité encore plus difficile. Son insecticide se mélangea à la brume naturelle, produisant un brouillard dense et aveuglant. Ainsi, Jayne, son petit ami Sam et leur chauffeur Ronnie ne virent pas le semi-remorque de 18 roues qui roulait lentement devant eux sur la route sinueuse et faiblement éclairée. La Buick, roulant à une vitesse estimée à 130 km/h, ne vit pas le camion à temps pour éviter la collision. L'impact fut catastrophique. La Buick percuta de plein fouet l'arrière du camion puis glissa en dessous. En conséquence, son toit fut arraché. L'avant de la Buick fut presque détruit. Jayne Mansfield, Sam Brody et Ronnie Harrison, tous les 3 assis à l'avant, furent tués sur le coup. Jayne Mansfield fut projetée hors du véhicule, son corps atterrissant sur le bas-côté de la route. Les rumeurs commencèrent presque immédiatement. Lorsque Jayne fut projetée de la voiture, sa perruque blonde resta accrochée au coin du pare-brise brisé. Des photographies de l'accident furent publiées dans les journaux et en voyant une masse de cheveux blonds, les gens commencèrent à spéculer que Jayne Mansfield avait été décapitée. Néanmoins, le coroner qui pratiqua l'autopsie déclara que bien que la tête de Jayne ait subi de graves traumatismes, y compris ce que l'on pourrait appeler un scalp, avec des portions de son crâne exposées, elle n'avait pas été tranchée. Mansfield, Brody et Harrison furent tous déclarés morts sur les lieux. La nature tragique et atroce de la mort de Jayne Mansfield inspira de nombreuses rumeurs et spéculations. Le lien passé de Mansfield avec le fondateur de l'église de Satan, Anton LaVey, fut au centre d'une rumeur particulièrement persistante. Selon cette rumeur, LaVey aurait jeté un sort à Brody, le petit ami de Jayne à l'époque, pour qu'il meure dans un accident de voiture.
Cette légende prit encore plus d'ampleur lorsque le documentaire Mansfield 66-67 fut diffusé en 2017. L'accident eut un énorme impact sur la sécurité automobile. L'Administration nationale de la sécurité routière imposa l'installation de barres de protection sur les remorques des semi-remorques en raison de la façon dont la Buick avait glissé sous le camion, ce qui avait provoqué la blessure à la tête de Jane. Ces barres de sécurité conçues pour empêcher les véhicules de passer sous les remorques lors d'une collision arrière furent surnommées barres Mansfield en mémoire de l'actrice. Par une fraîche matinée d'automne, dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, une jeune auteure-compositrice-interprète du nom de Taylor Mitchell s'aventura dans la nature sauvage, cherchant à s'immerger dans cette beauté brute qu'elle aimait tant. Réputée pour sa voix profonde et ses paroles empreintes d'émotion, Taylor, à seulement 19 ans, s'était déjà fait un nom dans le milieu de la musique folk canadienne. Son cœur débordait de rêves prometteurs et son esprit, indomptable et libre, semblait en parfaite harmonie avec les paysages majestueux qu'elle affectionnait. Ses amis et sa famille la décrivaient comme une étincelle lumineuse, une jeune femme à l'âme ancienne, dont la passion pour la musique n'avait d'égal que son amour pour la nature. Sa mère se souvenait souvent avec tendresse de ces moments où, petite fille, Taylor fredonnait des chansons en jouant dans le jardin, déjà habité par cet amour inné pour la musique et le vivant. Ce jour-là, alors qu'elle parcourait le sentier Skyline, Taylor laissait ses pensées vagabonder entre l'excitation de ses prochaines performances et la contemplation émerveillée de la nature qui l'entourait. Ce chemin, qu'elle connaissait bien pour l'avoir emprunté à plusieurs reprises, semblait lui offrir à chaque pas une paix intérieure et une source d'inspiration inépuisable. Cependant, la quiétude apparente du parc cachait une réalité troublante. Taylor ne pouvait pas savoir que l'écosystème qui l'enchantait tant subissait des changements insidieux. Les coyotes du parc, habituellement des créatures discrètes et craintives, s'étaient transformées sous l'effet de circonstances inhabituelles. Une pénurie récente de leurs proies habituelles les avait poussés à adopter des comportements inattendus et inquiétants. Ils avaient recommencé à chasser des animaux beaucoup plus grands, y compris des orignaux, un comportement extraordinairement rare pour leur espèce. Stanley Gert, un chercheur spécialisé dans l'étude des coyotes, expliquerait plus tard que ce phénomène de changement de proie avait profondément modifié leur comportement naturel. Ces coyotes, autrefois de simples charognards des bois, étaient devenus des chasseurs audacieux capables d'affronter des adversaires redoutables. Alors que Taylor avançait tranquillement sur le sentier, un groupe de ces coyotes transformés par les circonstances rôdait à proximité. Dans un tragique retournement de situation, leurs chemins se croisèrent. Les coyotes l'attaquèrent, peut-être en la prenant pour une proie ou simplement guidés par une nouvelle audace prédatrice. Les cris déchirants de Taylor percèrent le calme de la forêt, un son glaçant et discordant dans un environnement normalement si paisible. Des randonneurs, qui se trouvaient à proximité, accoururent à son secours, le cœur battant à tout rompre sous l'effet de la peur et de la panique. Des appels furent passés au service d'urgence et bientôt, le hurlement des sirènes retentit, brisant la symphonie naturelle du parc. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils découvrirent Taylor grièvement blessé, son corps portant les marques brutales de l'attaque. Malgré leurs efforts acharnés pour la sauver, ses blessures étaient trop graves. La jeune chanteuse, dont la vie avait été une mélodie douce et vibrante, s'éteignit tragiquement, laissant derrière elle un silence assourdissant. Taylor Mitchell, cette fille aimée de tous, artiste talentueuse et amie précieuse, succomba à ses blessures. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc à travers tout le pays. Ses fans, qui avaient suivi avec enthousiasme les débuts prometteurs de sa carrière, furent submergés de tristesse. Sa mère, écrasée par le chagrin, se souvenait de Taylor comme d'une naturaliste aguerrie. Elle évoqua avec émotion les moments où sa fille, même enfant, s'inquiétait déjà du bien-être des animaux sauvages. Après cette attaque sans précédent, la communauté fut partagée entre la douleur de la perte d'un jeune talent et la stupeur face à la nature tragique de son décès. Les responsables du parc, confrontés à une situation exceptionnelle, intensifièrent leurs efforts pour surveiller l'activité des animaux sauvages. Les coyotes impliqués furent retrouvés et euthanasiés. Une décision qui suscita des réactions mitigées. Ceux qui connaissaient Taylor savaient qu'en tant qu'amoureuse de la nature, elle aurait été profondément attristée par le sort de ces animaux. Mais ses proches comprenaient aussi la nécessité de cette mesure pour protéger les autres visiteurs du parc. La vie de Taylor Mitchell demeura un témoignage éclatant de sa beauté et de son imprévisibilité. Son histoire, aussi poignante que tragique, reste une leçon sur la frontière fragile entre l'humanité et le monde sauvage. Elle continue de résonner comme une mélodie douce amère, faite d'amour, de perte et de cet éternel balai entre les hommes et la nature.